Bonjour, je m'appelle Florence Dallery et je vais démarrer un entretien pour la chaîne YouTube à gauche. C'est parti. Antispécisme et véganisme? C'est vrai qu'il y a souvent des confusions avec le véganisme, donc c'est déjà bien de dire que les deux concepts ne décrivent pas du tout la même chose. Effectivement, moi je m'intéresse plutôt à l'antispécisme. Je parle aussi beaucoup de véganisme parce que, bon, peut-être on le verra plus tard, mais il y a des implications concrètes, voilà. Mais en tout cas, sur la question antispéciste, pour savoir ce qu'est l'antispécisme, le point important, c'est de savoir ce qu'est le spécisme dans un premier temps. On appelle spécisme l'idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces animales. C'est-à-dire que le spécisme conduit à octroyer des privilèges aux humains au détriment globalement de l'ensemble des autres animaux. On peut aussi ranger sous ce terme la préférence qu'on accorde généralement à certains animaux, à certaines espèces par rapport à d'autres. C'est ce qui conduit, par exemple, à accepter de manger des cochons, des vaches, des poules, des poissons, mais à refuser de manger des chats ou des chiens, par exemple. Donc c'est très dépendant des cultures, des pays, des territoires, de la temporalité aussi. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que sur le critère arbitraire de l'espèce, on va appliquer une considération morale qui est différente. Et donc l'antispécisme lutte contre cette idéologie spéciste et postule qu'il est injuste de nuire aux autres animaux sur le critère de leur appartenance à une espèce ou à une autre, et donc de nier leurs intérêts, et souvent leurs intérêts fondamentaux, à pas souffrir, leur intérêt à vivre, etc. Voilà pour schématiser. Le véganisme est-il une lutte? Alors, il y a différentes personnes et différents courants qui définissent le véganisme différemment. Généralement, ce qu'on entend par véganisme, c'est pas seulement un régime alimentaire, c'est un mode de vie complet en fait, qui consiste à refuser l'exploitation des autres animaux, refuser les modes les jeux, les loisirs, les divertissements, l'habillement, etc. Si ça impliquait l'exploitation d'autres animaux, et effectivement à adopter un régime alimentaire végétalien, c'est-à-dire donc à ne pas consommer la chair des animaux ou plus largement le produit de leur exploitation, donc les œufs, leur lait maternel, etc. Donc il y a pas mal effectivement, de confusion sur ce sujet. Le véganisme, il est généralement décrit comme un mode de vie. Donc il y a des définitions, comme je disais, qui changent un petit peu. Un mode de vie qui, pour moi, n'est pas forcément sous-tendu par des engagements politiques ou une théorie bien conscientisée, parce que, par exemple, il peut y avoir des enfants ou des bébés même qui sont véganes, dans la mesure où ils ont un régime végétalien que leurs parents leur imposent, et leurs parents leur imposent de ne pas aller, par exemple, voir des corridas ou des rodéos, ce genre de choses. Et voilà, malgré tout, les enfants, ils conscientisent pas leur véganisme. Donc, c'est difficile de parler de lutte à ce moment-là. Donc, moi, je préfère décrire le véganisme comme étant un mode de vie qui s'exerce aussi dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de on fait comme on peut dans un système qui quand même repose très largement sur l'exploitation des autres animaux. Alors que quand on parle d'antispécisme, on parle, comme je le disais à l'instant, de refus de spécisme, et donc tout le monde peut être antispéciste. C'est une idée. L'antispécisme, c'est vraiment une théorie, quoi. Voilà, c'est une idée. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un mode de vie spécial pour être antispéciste, comme il n'y a pas besoin d'avoir un mode de vie spécial pour être antiraciste ou féministe, quoi. Donc ça, c'est une différence qui, à mon sens, est quand même assez cruciale, parce que la confusion, elle est effectivement souvent faite. Et on a tendance à penser que si on est antispéciste, il faut forcément être vegan. Alors, dans les faits, il y a énormément de personnes antispécistes qui sont véganes, parce qu'elles mettent en application leurs pensées concrètement dans leurs actes, et elles sont en cohérence avec leurs idées. Donc, ça paraît assez spontané, quoi, assez naturel. Mais dans les faits, il y a plein de personnes qui ne peuvent pas être véganes pour des raisons X ou Y, par exemple des personnes qui sont jeunes, qui vivent chez leurs parents, qui n'ont pas le choix de ce qu'elles mangent ou de ce qu'elles font, et qui pourtant sont en accord avec l'antispécisme, hein. Donc dans ce cas-là, elles vont pas être véganes. Donc il peut y avoir des antispécistes qui sont pas véganes. Il peut aussi y avoir des personnes véganes qui sont pas spécialement antispécistes. Donc voilà, ça me paraît important de distinguer les deux, ouais, effectivement. Ton parcours idéologique pour arriver à l'antispécisme? Dans mon cas, ça a été, je pense, le fait d'évoluer dans un milieu qui était campagnard, et plutôt modeste aussi. J'ai toujours vécu à la campagne, j'ai toujours vu mes grands-parents qui avaient des animaux, hein. Je vivais entourée d'animaux, notamment pendant les vacances, etc. Donc des poules, des lapins, des pigeons qui étaient exploités, mangés, etc. Bon, voilà, il y avait une espèce de norme, hein, comme ça. C'était pas un truc incongru de tuer des animaux et de les manger. Euh, mais j'ai développé une espèce d'aversion pour l'injustice assez tôt, et aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours eu beaucoup d'empathie en fait pour les souffrances, que ce soit pour les animaux ou des souffrances humaines aussi.
Je pense que peut-être le fait d'avoir été victime de harcèlement scolaire aussi pendant très longtemps et d'avoir évolué justement dans un milieu modeste où j'étais en décalage avec certaines pratiques, voilà, et d'avoir une conscience de classe un peu assez tôt aussi sur comment je vis mes années scolaires, mon collège, etc. Ça peut être joué là-dedans. Et puis le ressenti personnel aussi par rapport au sexisme a probablement joué dans le fait que les injustices et les discriminations arbitraires me sont vite apparues comme quelque chose d'assez insupportable. Donc je pense que ça a joué. Après, pour identifier les facteurs précis qui m'ont mené là, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été antiraciste et féministe. J'ai découvert ensuite, par la suite, d'autres luttes, justement après avoir déconstruit un petit peu cette idée de spécisme. Et plus largement, après, je me suis intéressée justement aux luttes LGBT, à la question du genre, etc. Donc voilà, mais ce qui a vraiment motivé mon engagement, en tout cas contre le spécisme, c'est beaucoup une remise en question des dogmes alimentaires. C'est beaucoup passé par la nourriture, en fait, où je me suis rendu compte que on a l'impression que l'alimentation, c'est quelque chose d'assez spontané. On le fait voilà, 3 fois par jour, 4 fois par jour, on le conscientise pas forcément. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension politique, culturelle, affective dans l'alimentation qui est vraiment cruciale, très présente et assez peu conscientisée en fait. Et quand je me suis intéressée à ces dogmes alimentaires, à la composition de l'assiette et à comment on construit en fait des espèces de schémas alimentaires préconçus comme ça, j'ai remis en question beaucoup d'idées reçues, beaucoup de stéréotypes et de préjugés. Et bah oui, j'ai découvert qu'il voilà, y a beaucoup de mensonges, de propagande publicitaire, de discours qui n'étaient pas fondés sur des données probantes, beaucoup de lobbying aussi, etc. Et ça m'a intéressé à ce sujet plus en profondeur, quoi. Quel modèle politique s'accorde le mieux avec l'antispécisme? Vaste question. En fait, je me suis souvent posé cette question-là, mais j'ai peur que les modèles qu'on connaît, auxquels on est habitué, répondent pas forcément aux enjeux de la libération animale, c'est-à-dire au fait de considérer que les autres animaux sont des individus à part entière, qui méritent d'être émancipés, libérés, que de reconnaître leurs intérêts intrinsèques et plus seulement des intérêts instrumentaux pour les humains. Ça, c'est un schéma en fait qui est tellement révolutionnaire à proprement parler que je ne sais pas trop dans quel schéma ça pourrait s'inscrire. Alors après, il y a un courant politique moi, auquel j'adhère qui s'appelle le sentientisme, mais qui est un courant tellement inconnu et marginal que bon, il faut que je m'attarde un tout petit peu dessus. Le sentientisme, c'est l'idée de considérer que tous les intérêts de tous les êtres sentients doivent être respectés. Les êtres sentients, c'est ceux qui sont dotés de sentience, et donc c'est ceux qui peuvent en fait souffrir ou prendre du plaisir, vivre des expériences positives ou négatives. C'est-à-dire que c'est tous les individus, sans distinction, qui peuvent souffrir des traitements qu'on leur inflige, qui peuvent souffrir de l'absence de considération morale, qui peuvent souffrir de leur asservissement, etc., qui vivent leur vie à la première personne, en fait, et qui ont une vie subjective. Et il n'y a pas que les humains qui sont concernés par le fait de ressentir, d'avoir des émotions comme ça et de vivre sa vie en tant que sujet, en tant qu'agent. Il y a aussi plein d'autres animaux. Pas forcément tous les animaux, parce que voilà, il y a certains animaux qui ne sont pas réputés sentients, comme par exemple les éponges ou le corail. Mais en tout cas, dans les animaux qu'on exploite actuellement massivement, les poules, les poissons, les cochons, les vaches, etc., là, par contre, la sentience, elle est avérée. Et donc, ça, voilà, ça pose des questions éthiques de les tuer, les consommer par milliers de milliards chaque année dans le monde. Donc, cette idée de sentientisme, elle dit juste, pour schématiser, peu importe la couleur de peau, l'origine, le genre, le sexe, l'orientation sexuelle ou autres critères arbitraires, et peu importe l'espèce, ce qui compte, c'est est-ce qu'un individu peut souffrir de la considération morale qu'on lui accorde. Et ce truc-là, c'est un peu vertigineux. Ça implique de revoir l'ensemble de nos structures politiques, l'ensemble de notre organisation collective pour justement se débarrasser petit à petit de l'exploitation des plus vulnérables, en fait, ou en tout cas d'une population qui est extrêmement vulnérable, à savoir les autres animaux sentients. Voilà, vaste sujet. Peut-on être antispéciste et de droite? Alors, ouais, question épineuse. Alors, je pense que ça dépend aussi de la définition qu'on a de droite, parce que il y a plein de gens qui mettent plein de concepts un peu différents. Après, si dans le concept de droite, on inclut des schémas qui sont quand même assez documentés, etc., comme le conservatisme, par exemple, la réaction aux avancées sociales, l'acceptation de politiques inégalitaires, etc. Alors,
c'est assez difficile de ne pas mettre l'antispécisme à l'opposé, en fait, hein, parce que l'antispécisme, il est difficilement compatible avec justement ces notions d'inégalitarisme. C'est au contraire, on pousse l'idéologie égalitaire au plus loin et on n'oublie personne en route. Donc l'antispécisme, il est fondamentalement un progressisme, vu l'état actuel des choses. Comme je le disais tout à l'heure, une révolution par rapport à la relation qu'on a avec les autres animaux, parce qu'il y a une remise en question de la vision des autres animaux en tant que marchandises, en tant que masse indifférenciée. On a tendance à voir les autres animaux comme étant sauvages, agissant comme par instinct, pardon, qu'on peut utiliser, exploiter à notre gré, etc. Donc, remettre ça en question, c'est foncièrement un progressisme. C'est aussi un rejet des préjugés à l'égard d'un exogroupe. Et ça, c'est typiquement une valeur qu'on va retrouver aussi plutôt dans les milieux progressistes, plutôt à gauche, qui remet en question le fait que les autres animaux soient stupides, qu'ils soient incapables de souffrir, par exemple, ou qu'ils font partie de la nature, qu'ils nous sont inférieurs, qu'ils n'ont pas de culture, etc. D'ailleurs, sur ce point où on dit que les autres animaux peuvent pas souffrir, où on nie leur souffrance, c'est quelque chose qui est très récurrent. Et on retrouve en fait ces mêmes mécaniques dans la domination qui est exercée sur certains groupes humains aussi. On estime que peut-être les personnes racisées, elles souffrent moins, ou qu'elles sont plus résistantes à la douleur, ou les femmes aussi, où il y a des différences de prise en charge de soins médicaux. On le voit dans l'histoire où justement on a nié la capacité de certaines populations humaines à ressentir de la souffrance. Et on a un peu ces mêmes schémas. L'antispécisme, c'est aussi fondamentalement une lutte contre l'obscurantisme et contre les dogmes. C'est-à-dire qu'on va remettre en question l'exceptionnalisme humain, qui postule qu'il y a une différence de nature fondamentale entre l'humain qui serait supérieur et les autres animaux qui seraient inférieurs. C'est une lutte contre l'anthropocentrisme ou contre le scalisme, par exemple, qui est une vision ordonnée de l'univers qui postule que tout en haut, il y a Dieu, puis les humains, puis les mammifères, puis les oiseaux, puis les amphibiens, puis les minéraux, les plantes, etc. Vision qui a servi à un certain moment à défendre la suprématie de la race blanche aussi. Donc ce schéma de hiérarchisation du vivant, de hiérarchisation des espèces animales, l'antispécisme s'y oppose fermement. L'antispécisme, c'est aussi une lutte contre le suprémacisme, donc contre les discriminations arbitraires en fait, une lutte contre la domination, contre l'asservissement, et une lutte émancipatrice pour la libération, comme je disais tout à l'heure, qui oublie personne, c'est-à-dire qui inclut des individus, même avec lesquels on ne peut pas communiquer, même qui sont extrêmement fragiles. Donc historiquement, toutes ces valeurs-là et toutes ces luttes-là, elles sont quand même marquées fortement à gauche. Après, je pense qu'on peut être antispéciste et néanmoins adhérer à certaines valeurs de droite. Je connais certaines personnes pour lesquelles c'est le cas. Tout comme on peut défendre en fait aussi les intérêts des minorités de genre, par exemple, les intérêts des femmes, etc., et adhérer à des valeurs de droite. C'est pas un truc que on observe aussi la chose, quoi. Donc je pense qu'il faut distinguer le courant antispéciste et les fondements de l'antispécisme et les antispécistes, qui sont pas non plus une masse homogène. Voilà. Ton regard sur l'utilisation de la violence dans les luttes? Bon, moi, ce que j'en pense sur cette question de la violence, c'est surtout qu'il y a un déséquilibre qui est vraiment vertigineux entre ce qu'on qualifie de violence et ce qu'on qualifie pas de violence. Et en l'occurrence, en ce qui concerne le spécisme et les structures spécistes dans lesquelles on évolue et qu'on voit presque plus, c'est vrai qu'il y a un double standard qui est vraiment très, très particulier. Je pense notamment au fait qu'effectivement, il y a des actions qui soient revendiquées par les antispécistes qui sont effectivement considérées comme de la violence, mais ça peut être juste, par exemple, jeter du faux sang sur une vitrine de boucherie. Ça va être considéré comme de la violence, ça va sûrement faire la une des journaux et être condamné par l'ensemble de la classe politique, etc. Et d'un autre côté, on a un historique de violence exercée en premier lieu sur les autres animaux. En France, en tout cas, ça représente par exemple 3 millions d'animaux d'animaux terrestres qui sont abattus tous les jours dans les abattoirs, et c'est pas perçu comme étant de la violence. Donc il y a vraiment ce double standard, déjà dans les structures spécistes, où on ne va pas considérer que ce qui est infligé aux autres animaux est spécialement de la violence, et on va considérer que les actions antispécistes sont souvent violentes, même quand il s'agit juste de dégradation matérielle mineure, hein, assez mineure. Et il y a aussi même un double standard vis-à-vis des revendications et des modes d'action qui sont d'une part utilisés par les antispécistes et d'autre part utilisés par les filières de l'exploitation des autres animaux. Par exemple, en France, on a un historique de violence par la FNSEA, qui est un regroupement d'intérêts patronaux d'agriculteurs et d'éleveurs, qui est très conséquent. Cet historique de violence, c'est par exemple retenir de force, séquestrer des ministres, par exemple,
on a ce genre d'actions qui n'ont jamais été faites par les personnes antispécistes. Notamment, je pense en 1982, où la ministre, à l'époque ministre de l'Agriculture, Édith Cresson, a été retenue contre son gré, ou par exemple dans les années 90, quand lors d'une manifestation de la FNSEA, il y a 200 moutons qui ont été brûlés vifs dans un camion lors d'une manifestation. Ce genre d'action-là, qui se perpétue depuis des décennies, en fait, il y a eu des menaces de mort, des menaces de séquestration, des incendies volontaires, de la maltraitance publique d'animaux, notamment de ragondins dans une manifestation récente en France, des accidents de la route qui ont parfois été mortels, des destructions de bâtiments, des saccages de centre-ville, etc. Donc, toutes ces actions qui ont été menées par les intérêts des filières agricoles, de l'agro-industrie, sont moins qualifiées de violence, moins facilement qualifiées de violence que des actes beaucoup plus mineurs que peuvent exercer des militants antispécistes ou même écolo aussi. Voilà, dans les luttes écologistes, on a tout de suite tendance à qualifier de violence aussi des actes de dégradation matérielle qui sont assez mineurs. Et là, on l'a vu notamment en France avec la tentative de dissolution des soulèvements de la terre. Voilà, où effectivement, il y a eu une opposition de la classe politique, d'une certaine classe politique sur les actions menées, qui ont été jugées très violentes. Il a été question d'écoterrorisme, etc. Et on est un petit peu dans la même configuration dans les luttes animalistes aussi, où des fois un dessin à la craie sur un trottoir, ça va être perçu comme une violence. Donc voilà, pour ce double standard un petit peu, je trouve que c'est assez incohérent et hypocrite et dangereux aussi d'évoquer la violence des activistes et de refuser de voir celle qui s'exerce dans les élevages, dans les abattoirs et dans d'autres formes de militantisme. Moi, après, la violence, c'est pas ma méthode à titre personnel. Là, je parle à titre personnel. Je me suis, moi, axée sur l'éducation, l'information, parce que je pense qu'il y a beaucoup de préjugés, de stéréotypes à remettre en question et qu'il y a beaucoup à informer sur cette question. Donc, moi, c'est l'axe que j'ai pris. Mais je comprends en fait l'usage de méthodes un peu plus musclées quand il y a une absence d'écoute, une impuissance démocratique répétée et chronique, et une rupture de confiance totale aussi dans les institutions, dans les gouvernements. Et on a un peu le même genre d'attitude sur le climat, l'écologisme en général, où on a aujourd'hui des scientifiques qui commencent à s'enchaîner, à faire des blocages, etc., parce qu'ils savent plus comment être entendus, quoi. Donc voilà pour ce petit tour sur la violence. Moi, ce qui me dérange le plus vraiment, c'est ces doubles standards de considération de ce qu'on nomme violence ou pas. La représentation des véganes et végétariens dans la culture populaire. Alors, il y aura un long sujet à faire sur la représentation des personnes végétariennes, véganes et antispécistes dans la culture, culture populaire ou dans les médias. En l'occurrence, des personnages de fiction qui sont végétariens, véganes ou antispécistes, qui sont pas complètement caricaturaux ou qui sont pas à l'inverse de ce que prône l'antispécisme, il y en a très peu. Je pense que dans la culture populaire, dans les Simpsons par exemple, il y a le personnage de Lisa qui est végétarien. Et là, pour le coup, on a une bonne représentation de ses motivations. C'est clairement axé sur les animaux. Elle voit un agneau et elle se retrouve avec une entrecôte le soir, avec une côtelette d'agneau, et elle veut pas la manger parce qu'elle fait le lien avec l'animal. Et ce personnage-là, il est bien écrit, mais parce que le créateur des Simpsons, il est lui-même végétarien. Et on voit que quand il y a un attachement aux causes, une compréhension des causes structurelles qui sous-tendent l'antispécisme ou l'animalisme, il y a une meilleure représentation des personnages. Mais quand il y a malheureusement une vision un petit peu caricaturale, on va représenter les personnes antispécistes comme étant juste des personnes qui font ça pour leur santé ou qui mangent du quinoa, qui sont un peu déconnectés, qui cherchent à avoir une vertu personnelle alors que c'est une lutte politique, c'est complètement dépolitisé, ça devient complètement creux, ça devient une espèce de mode de vie un peu ridicule, etc. Donc il y a beaucoup à dire là-dessus aussi. Faut-il envisager une convergence avec les autres luttes pour ne pas être isolé? Alors, moi, j'évolue dans des sphères qui sont justement très convergentes, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui sont sentientistes, donc comme je disais, qui prennent en compte l'intégralité des individus sentients et qui, du coup, ne se voient pas du tout accepter la domination exercée sur les minorités de genre, sur les personnes racisées, donc. Moi, je suis beaucoup exposée, je suis peut-être un peu biaisée même, je suis beaucoup exposée à des discours qui cherchent à prendre en compte l'ensemble des souffrances causées par l'ensemble des processus de domination. Les antispécistes, c'est pas une population à part entière. Et j'ai même envie de dire, en fait, ça marche dans les deux sens. Il y a l'antispécisme, la lutte pour les intérêts des autres animaux est largement délaissée dans les autres luttes. C'est-à-dire que effectivement, dans les luttes féministes, on entend très rarement parler d'antispécisme, dans plein d'autres luttes, en fait. Donc,
En fait, la plupart des militants et militantes antispécistes que je connais sont aussi engagés de manière active dans d'autres luttes. Bon, c'est mon cas, notamment vis-à-vis des luttes féministes ou des luttes pour les droits des enfants. Mais je pense aussi en France au projet Méduse, un collectif que j'ai participé à cofonder, qui a vraiment une vision justement globale comme ça, au collectif Répliquétique, au travail de Kautar Archi, Élise Desaulniers, Dalila Awada, d'ailleurs voilà, qui est au Québec, Frédéric Coté, etc. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de personnes en fait qui font ce travail-là. Je pense en France aussi au podcast comme un poisson dans l'eau. Et il y a aussi des personnalités qui sont engagées, où on les attend un peu moins en termes de politisation, dans la promotion de la cuisine végétale, et qui luttent aussi pour les droits humains. En France, on a la petite Okara, Marion Lagardette, qui lutte pour les droits LGBT, Charlotte Polifonte, voilà, Marie Laforêt ou Eva Zink, par exemple, qui sont aussi engagées dans des luttes féministes, antiracistes, etc. Et puis, historiquement, en fait, l'émergence de la cause animale, elle a été portée beaucoup par des femmes, hein, beaucoup des femmes engagées notamment dans la cause suffragiste, dans les luttes féministes, etc. Dans l'Angleterre du 19e, par exemple, la lutte contre la vivisection, en premier lieu, elle a été portée par des femmes suffragistes, en fait, qui faisaient le lien justement entre leur oppression et celle que vivaient les chiens dans les laboratoires et dans les lieux d'expérimentation, etc. Donc c'est intéressant aussi de se pencher là-dessus, de reprendre par exemple les écrits de Louise Michel ou d'Élisée Reclus, de Marie Huot, et à ce propos, ouais, de lire par exemple Cause animale, lutte sociale, qui a été publié au Passager clandestin en 2021, qui fait une espèce d'anthologie comme ça des racines socialistes et libertaires des mouvements de défense des autres animaux. Donc il y a un historique comme ça qui n'est pas du tout neutre et qui est plutôt justement orienté à gauche, et une convergence qui est historiquement très marquée entre les luttes féministes et les luttes animalistes, entre autres. Et ensuite, il y a, moi, ce que j'observe effectivement, une lutte où les militants et les militantes antispécistes sont aussi concernés par différentes oppressions et donc ont tendance aussi à s'engager en tant que militants, militantes au sens large, à s'engager aussi pour la défense de leurs propres intérêts, de leurs propres droits. Voilà, moi, c'est mon cas en tant que femme, par exemple. Donc, c'est vrai que il y a des écueils, par contre, dans les luttes animalistes, qui consistent, par exemple, à se focaliser sur des pratiques étrangères ou des pratiques spécistes issues d'autres religions qui sont largement teintées de racisme, d'islamophobie, etc. Donc, c'est comme ça qu'on va aller, par exemple, spécifiquement se tourner vers l'Aïd pour dénoncer des pratiques dans l'islam des pratiques spécistes, ou vers Yulin, le festival de Yulin en Chine, où on va accuser voilà, les Chinois d'être particulièrement spécistes, etc. Alors qu'en France et partout ailleurs dans le monde, en fait, les pires sévices sont infligés aux autres animaux. Donc ça, c'est des écueils, effectivement, qu'on connaît dans les milieux animalistes, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande confusion, et ça me paraît être un point vraiment important, entre le mouvement antispéciste d'un côté et la protection animale de l'autre. Historiquement, la protection animale, c'est plutôt un courant qui va défendre les animaux de compagnie, les chats, les chiens, qui va beaucoup favoriser les refuges, les centres d'accueil des animaux de compagnie, qui va être contre la fourrure, contre la corrida, etc., mais qui va accepter totalement de manger la chair des animaux, qui est souvent anti-végane même, et qui est souvent antispéciste. En France, on a la figure de Brigitte Bardot, par exemple, qui est très souvent citée, qui a des opinions racistes et qui a été condamnée même plusieurs fois pour ça, qui est aussi profondément anti-végane, en fait, et qui est absolument pas antispéciste. Mais quand il est question d'antispécisme, elle est souvent évoquée, à tort, comme étant une espèce de figure comme ça de la cause animale. Et c'est un problème parce que cette confusion, elle laisse penser que intrinsèquement, les mouvements de défense des animaux seraient racistes, seraient des mouvements blancs, etc. Et c'est vraiment très largement pas le cas. Mais il y a aussi voilà, ces écueils à prendre en compte là, je pense, et justement à analyser et à déconstruire. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le concept qu'a développé Dalila Awada, qui est une militante féministe, antiraciste et antispéciste, et qui parlait de politique de non-agression entre les luttes. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de se dire, effectivement, s'engager dans une lutte, ça demande une expertise particulière, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça demande de approfondir souvent des sujets qui sont extrêmement complexes, et donc on ne peut pas avoir le temps de développer toutes les luttes. On peut s'éduquer un minimum pour éviter de nuire, mais on peut pas lutter de front pour tout.
Et une des postures qui, je pense, est intéressante, voilà, c'est celle qui est développée par Dalila Wada, cette politique de non-agression, où on se dit, ben, je ne suis pas engagée dans la lutte animaliste, antispéciste, mais par contre, je ne vais pas aller, sans vraiment savoir de quoi je parle, je ne vais pas aller embêter les militants et militantes antispécistes et je ne vais pas aller saboter leur lutte. Parce que peut-être que je connais pas assez le sujet. Voilà, ça c'est une posture que je trouve assez raisonnable et que j'aimerais plus voir. Et ça marche dans l'autre sens aussi, hein. Je pense qu'en tant que militant et militante antispéciste, si on n'est pas trop au fait des luttes antiracistes ou féministes, qu'on n'arrive pas à se précipiter comme ça pour juger des pratiques spécistes, qu'on remette les choses dans leur contexte, qu'on n'ait pas de naïveté politique aussi par rapport à pourquoi telle pratique spéciste étrangère est condamnée particulièrement et pas les pratiques spécistes locales, etc., etc. Question de position revue. Y a-t-il un risque que cette conscience progressiste de l'antispécisme dérive vers un idéalisme et un suprémacisme occidental sur la relation entre les animaux, et sans prendre en considération le rapport des cultures du monde? C'est pour ça que je parlais justement de la prise en compte de effectivement la réalité matérielle des populations, de prendre en compte la diversité des cultures, des traditions, des habitudes, des conventions sociales, etc. Et effectivement, de ne pas débarquer avec ses gros sabots en disant il faut que ce soit comme ça, et d'ignorer des siècles, des millénaires de pratiques qui, effectivement, ne peuvent pas être mises en question du jour au lendemain. Mais en fait, c'est surtout que c'est particulièrement hypocrite d'essayer de changer les choses à l'étranger en considérant que des pratiques seraient spécialement plus spécistes que chez soi et de ne pas remettre en question sa propre culture spéciste. Donc effectivement, sur la question par exemple du braconnage, la question se pose pas mal. C'est vrai que on peut se demander, ou de la chasse, hein, tout simplement, ou de la chasse de subsistance, etc., quel intérêt ça peut avoir et quelles conséquences ça peut avoir de condamner la chasse ou le fait de consommer des animaux plus largement chez des populations qui n'ont que cette méthode-là comme moyen de subsistance. Ou la pêche aussi. La question se pose beaucoup pour la pêche à travers le monde. Donc c'est vrai que transposer notre possibilité dans des pays industrialisés, des pays riches, en se disant on est dans des endroits d'abondance, etc., à transposer cette situation-là dans des pays où la subsistance passe par la chasse et la pêche, à mon sens, c'est un écueil grave, en fait. Et ça pose des questions éthiques qui sont vraiment majeures. Donc je pense que ça, c'est voilà, un des écueils, justement, qu'on retrouve parfois dans les discours antispécistes et animalistes. Mais en fait, la question se pose même vis-à-vis de la réalité matérielle de certains ouvriers et certaines ouvrières en France. Je prends l'exemple, par exemple, des travailleurs et travailleuses en abattoir, qui sont souvent des personnes qui sont extrêmement déconsidérées, qui sont souvent qualifiées de psychopathes, de meurtriers, meurtrières, etc. Parce que juste elles font le sale boulot, en fait, un boulot qui fait que tout le monde mange de la viande sans se poser trop de questions aussi. Donc ces personnes-là, les ouvriers et ouvrières d'abattoir, qui sont victimes souvent de précarité, d'un turnover terrible dans leur emploi, de formation insuffisante, de conditions de travail très difficiles, qui souffrent de troubles musculo-squelettiques, qui font des cauchemars, qui sont traumatisés, etc. C'est des personnes qui sont largement dénigrées. Donc on ne peut pas dire du jour au lendemain, les employés d'abattoir, on va les mettre au chômage, ou alors ce sont des monstres, etc. Bien sûr, je pense qu'il faut prendre en compte un contexte de précarité, des contextes sociaux particuliers, etc. Sur ce sujet-là, d'ailleurs, je recommanderais très fort le documentaire de Anne-Sophie Reinhardt qui est sorti en 2020 en France et qui s'appelle Les Damnés, récits d'ouvriers en abattoir. Et justement, c'est les ouvriers et ouvrières d'abattoir qui ont la parole et qui parlent de ce qu'ils et elles vivent au quotidien. Donc voilà, moi, c'est vrai que j'ai un peu depuis longtemps, pardon, j'ai mon chat qui est sur le bureau. Depuis longtemps, je dénonce justement cette attitude qui consiste à condamner les personnes qui ont des réalités matérielles différentes des nôtres en leur disant vous devriez faire autrement, vous pourriez faire autrement. Alors que dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense qu'il faut laisser du temps, il faut pouvoir proposer des solutions de reconversion et il faut aussi écouter la réalité matérielle des personnes. Ensuite, sur la question de l'idéalisme, j'ai envie de dire que moi, c'est pareil, hein, j'ai du mal à me figurer une société dans laquelle l'ensemble des dominations seraient abolies, etc. Je pense que les processus de domination sont tellement ancrés, sont tellement aussi peu acquis, c'est-à-dire que même s'il y a des progrès, ces progrès sont fragiles, ils sont dépendants des gouvernements, ils sont dépendants des crises parfois des crises existentielles qui frappent l'ensemble de l'humanité. On le voit avec les pandémies ou la crise climatique
on sait qu'à chaque crise, il y a de nouveau une remontée des autoritarismes, une montée de l'individualisme, un repli sur soi, une attention davantage portée à son cercle proche, etc. Donc, ça me paraît peu acquis que on puisse mettre un terme à l'ensemble des oppressions. Finalement, on peut considérer l'ensemble des luttes comme étant assez idéaliste, hein. Et quand on voit aussi l'état du climat et l'ampleur de la crise climatique et les réponses qui sont apportées par les gouvernements, on peut considérer que la lutte écologiste est aussi extrêmement idéaliste. Pour moi, ça n'empêche pas d'aller vers justement une lutte qui prenne en compte les souffrances et donc de continuer quand même à lutter. Donc je pense que cette opposition, elle peut être formulée quand même envers beaucoup de luttes et qu'elle n'est pas forcément pertinente en fait. La prédation est au centre du monde animal et du vivant. Pourquoi essayer de l'éliminer? Oui, et sur la question de la prédation, ça c'est un des discours aussi qu'on entend le plus, effectivement, de se dire, les autres animaux exercent telle pratique, et donc pourquoi nous, on ne pourrait pas faire pareil? Mais ce discours, il est hyper dangereux s'il est appliqué aux humains, en fait. Si on tolère d'exercer ce que font les autres animaux, ou même d'autres groupes humains, en fait, hein, en disant c'est comme ça, donc c'est OK que ce soit comme ça, on peut justifier tout et n'importe quoi avec ça. Il n'y a rien qui nous impose de copier ce qui se passe dans la nature. En l'occurrence, sur la question de la prédation, ouais, c'est une espèce d'appel à la nature. Comme ça, on va considérer que les autres animaux se mangent, donc on devrait pouvoir manger les autres animaux. Mais le truc, c'est que les autres animaux aussi, ils ont des relations sexuelles forcées. Les autres animaux, ils tuent leurs bébés pour redéclencher les chaleurs chez les femelles. Et les autres animaux, ils se sentent l'anus pour se dire bonjour. En fait, on n'est pas obligé de reproduire tout ce que les autres animaux font en tant qu'humain. On peut choisir de ne pas reproduire ce qui est nuisible, tout simplement. Ça n'empêche pas de se poser des questions sur nos propres pratiques. On peut tout justifier avec les appels à la nature, en fait, et je pense que c'est pas mal justement de se dégager de cette vision naturaliste où le critère de naturalité il prévaut sur les critères d'éthique. D'autant que ces critères de naturalité ils sont aussi utilisés pour justifier des attitudes et des discours qui portent de graves préjudices aux populations humaines, hein. Les questions liées à la transidentité, par exemple, ou à l'homosexualité, etc., sont largement empreintes de ces appels à la nature où on va considérer que l'homosexualité c'est pas naturel voilà, il y a beaucoup de discours qui sont portés par ce critère de naturalité qui ont des conséquences extrêmement graves sur certains groupes humains marginalisés et discriminés. Donc, peut-être qu'on peut se dire qu'on abandonne ce critère de naturalité et qu'il n'est juste pas pertinent. Le capitalisme a-t-il provoqué l'émergence de l'antispécisme? Alors, je pense que avec l'industrialisation de l'exploitation des autres animaux, alors notamment dans le domaine alimentaire, parce que c'est le domaine effectivement le plus massif, je pense qu'il y a eu l'émergence d'une conscience que effectivement on industrialise, on automatise les mises à mort et que ça prend des proportions qui sont effectivement inédites dans l'histoire de l'humanité et qui ont des conséquences vraiment graves sur les individus. Sur les animaux, mais en l'occurrence aussi, comme je disais tout à l'heure, sur les ouvriers et ouvrières d'abattoirs, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui doivent effectuer ce travail-là. Après, c'est difficile de se projeter sur la considération accordée aux autres animaux dans des ères pré- ou post-capitalistes, hein. Ça, c'est compliqué. Mais je pense il y a quand même une attention portée au respect de la vie animale qui est antérieure au capitalisme. Je pense aussi que on parle beaucoup de l'industrialisation des mises à mort pour l'alimentation, mais c'est un des aspects dans lesquels on exploite les autres animaux. Il y a aussi une exploitation dans l'habillement, dans la recherche médicale avec l'expérimentation, la vivisection. Il y a aussi les loisirs, la question des loisirs. Pour l'amusement, on va stresser, exploiter, mettre à mort d'autres animaux. La question, elle se pose aussi là. Et bon, c'est vrai qu'on n'a pas attendu l'émergence du capitalisme pour avoir aussi ces pratiques vis-à-vis des autres animaux, de même que les sacrifices, etc. C'est difficile de se projeter là sur cette question-là, mais je pense qu'effectivement, le fait que l'exploitation animale prenne une échelle aussi industrielle, aussi gigantesque, avec des méthodes toujours, entre guillemets, plus efficaces pour exploiter et tuer, ça a effectivement contribué à l'émergence d'une opposition un peu plus forte. D'ailleurs, en France, en tout cas, on a
une opposition qui est bien sûr beaucoup plus vive vis-à-vis de l'élevage dit intensif, donc avec des densités d'animaux très élevées, et de même que les abattages à la chaîne. On a une opposition beaucoup plus vive vis-à-vis de ces pratiques-là que vis-à-vis de l'élevage paysan, par exemple, qui est beaucoup plus accepté, alors que dans les faits, d'un point de vue éthique, sélectionner génétiquement des individus, forcer certains traits génétiques pour séquestrer certains individus puis les mettre à mort et manger leur corps, ça reste une forme d'asservissement et de domination absolue sur les individus. Donc malgré tout, l'élevage dit paysan et à petite échelle, entre guillemets, pose aussi des questions éthiques qui sont assez majeures. Mais bien sûr que le développement industriel de l'élevage suscite beaucoup plus d'opposition. Quoique ce soit pas partout le cas, parce qu'en France, on a par exemple des figures d'extrême droite qui défendent l'élevage intensif. Marine Le Pen, par exemple. Donc on voit que aussi, voilà, à l'extrême droite, c'est des sujets qui sont beaucoup moins sujets à controverse. On lutte pas tellement contre cette forme de domination, comme beaucoup d'autres. Y a-t-il un risque que l'antispécisme, comme les autres luttes, soit récupéré par le capitalisme? De toute façon, les tentatives de rapprochement et de récupération capitaliste des luttes, c'est toujours voilà, avec le pinkwashing, le feminist washing, mais on parle aussi de welfare washing ou de animal washing, hein, avec justement les mouvements d'émancipation des autres animaux, parce qu'effectivement, on a une récupération sur plusieurs plans, parce qu'il y a des marchés aussi à gagner. Par rapport à ça, avec le développement des alternatives. Donc, on va essayer de fabriquer et de vendre des alternatives au cuir, des alternatives à la fourrure, des alternatives aussi à la viande et à d'autres produits issus de l'exploitation des animaux. Et il y a des marchés qui sont effectivement énormes par rapport à ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de militants et militantes antispécistes qui sont un peu tiraillés entre oui, il faut développer des alternatives parce que pour l'instant, nos modèles reposent entièrement sur l'exploitation des animaux et que ça pose un souci. Et en même temps, mince, qu'est-ce qu'on fait de tous ces produits qui sont développés, qui sont en fait, en plus, même pas des marchés de substitution, hein, mais des marchés complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a un truc très ironique, c'est que dans certains fast-food aux États-Unis, on s'est rendu compte que le développement d'une offre végane, dans les burgers par exemple, causait une augmentation de la vente des burgers à base de bœuf. Pourquoi? Parce que au lieu que les gens se tournent vers les alternatives végétales, ce qui s'est passé, c'est que les burgers en question, ils ont gagné des nouveaux clients. Les fast-food en question ont gagné des nouveaux clients. C'est-à-dire que c'est des personnes végétariennes et véganes qui sont venues dans les restaurants alors qu'elles n'y allaient pas du tout avant. Elles y sont allées avec leur famille, et leur famille a pris des burgers à base de bœuf. Et donc, il y a eu non seulement un gain pour la chaîne de fast-food par rapport à leur alternative végétale, mais aussi une hausse du chiffre d'affaires sur les steaks à base de viande. Et au final, bah, ça, c'est vraiment typique du genre d'écueil dans lesquels on va essayer de ne pas tomber, mais et la pression, elle est énorme, en fait. Donc, on a cette tentative de récupération, effectivement. Donc, ça, on essaye de faire attention à ça, voilà, bien sûr, mais comme toutes les luttes, c'est compliqué. Mais une des bases de la doctrine capitaliste, c'est aussi la propriété. Et une des bases de l'exploitation des autres animaux, c'est l'appropriation du corps des animaux et la négation de l'existence des animaux en tant qu'individus propres, en tant que individu sujet, objet, sujet de sa propre vie, pardon. Et donc, cette appropriation des autres animaux et le fait de considérer les autres animaux comme des propriétés, c'est vraiment un des problèmes majeurs et un des freins majeurs à leur émancipation. Dans la loi française, on a encore les animaux, ils sont à la fois considérés comme des individus sensibles et à la fois soumis au régime des biens. Ils ne sont pas encore considérés comme des personnes, quoi. Et c'est comme ça dans beaucoup de pays du monde, hein. Donc cette notion, rien que la notion de propriété privée, hein, déjà, elle pose question beaucoup, quoi, par rapport aux animaux. Quel est l'argument que tu entends le plus contre la lutte de l'antispécisme? Il y a un sujet sur lequel, moi, quand je discute avec d'autres personnes qui sont progressistes, hein, qui sont des personnes qui militent pour l'égalité, la justice, l'émancipation, etc., mais qui sont spécistes, quand je discute avec ces personnes-là, ce qui revient souvent comme objection à l'antispécisme, c'est que les animaux ne luttent pas par eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment un point, moi, qui me fait assez mal, en fait, parce que ce que j'entends souvent, c'est « je serai antispéciste quand les cochons iront en manif ». Et voilà, mais en fait, ça nous fait rire, hein, mais c'est vraiment une opposition, une objection qui est très, très souvent mobilisée face au discours antispéciste. Bah, alors, en tout cas, en France, hein, voilà, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en tout cas, en France, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et sur lesquels il y a des arguments qui sont donnés par des personnes qui sont pourtant progressistes, qui sont des arguments proprement capacitistes, en fait, qui énoncent que si tu ne peux pas mener ta lutte par toi-même, alors tu ne mérites pas d'être défendu.
Et ça, c'est incroyable parce que ça a aussi des conséquences, ces prémices-là, que si tu peux pas lutter pour tes propres droits et t'organiser collectivement et structurer ta lutte, alors tu mérites pas que tes intérêts soient défendus, cette thèse-là, cette prémisse-là, elle a des effets affreux si on la transpose aux populations humaines, en fait. Les bébés humains non plus, ils peuvent pas mener leur propre lutte. D'ailleurs, l'agisme, c'est souvent une lutte qui est complètement délaissée dans les milieux progressistes, donc peut-être que c'est en relation aussi. Et plus largement, dans les milieux antivalidistes, c'est quelque chose qui est très souvent dénoncé aussi, que c'est pas évident de mener une lutte quand on n'a pas la même énergie, les mêmes capacités, etc. Donc, moi, j'aime bien visibiliser cette question-là, que, en fait, comme d'autres individus humains qui peuvent être totalement dépendants, hein, bah, voilà l'exemple des bébés, par exemple, ou même les personnes qui sont très âgées, ou les individus dont la cognition elle est altérée, ben, ne pas pouvoir lutter pour ses droits, c'est plutôt un facteur aggravant, en fait. Et pour moi, c'est une justification supplémentaire au fait de se saisir des luttes et de défendre les intérêts, justement, des individus concernés. Donc, s'interroger, voilà, dans les mouvements progressistes sur le fait de mener sa propre lutte et sur sur ces discours-là. D'autant plus que, en fait, les individus, les animaux non humains, ils luttent, en fait. Justement, ils luttent, mais on ne le voit pas parce que les abattoirs, ils ont été sortis des centres-villes à une certaine époque, ils ont été éloignés des centres-villes parce que c'était euh, trop choquant, etc. Et donc, on voit plus, en fait, les animaux se révolter, on les voit plus essayer de fuir. Des fois, on le voit parce qu'il y a des ONG qui vont filmer clandestinement dans les abattoirs, mais en fait, on le voit très peu. Mais les animaux se révoltent. Ils essayent de sauter des camions, ils essayent de s'enfuir, ils se débattent, ils crient. Et pourtant, ils sont souvent sélectionnés génétiquement pour être assez dociles. Ils ont aussi une impuissance apprise, c'est-à-dire qu'ils sont placés dans des situations de violence et de traumatisme tellement répétées, tellement chroniques, par la tâche, par les coups, par l'entrave, et par voilà, beaucoup de violences diverses, que ça les conduit à la résignation aussi. Et malgré tout, les animaux se révoltent, mais on ne le voit pas. Donc, c'est vrai que dire que les animaux ne mènent pas leur propre lutte et que donc ils ne méritent pas notre considération, c'est quelque chose que je trouve particulièrement violent. Donc voilà, je voulais verbaliser cette chose-là et cet argument qu'on entend malheureusement trop souvent. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.